toujours dans les formations d'entraîneurs. Voilà, il y a toujours un chapitre projet de jeu. Mais le projet de jeu, qu'est-ce que c'est? En fait, moi, je le définis en quelques mots. C'est une organisation tactique de notre équipe dans tous les secteurs du jeu. Voilà, l'organisation tactique. Quand on sait que dans le handball, il y a 4 domaines qui interviennent pour la performance de votre équipe. Il y a l'aspect tactique, il y a l'aspect technique, tout ce qui relève du geste technique. Il y a l'aspect psychologique et il y a l'aspect physique. Voilà. Dans le projet de jeu, même si le projet de jeu il est très dépendant des 3 autres domaines, nous on va plutôt s'intéresser à l'aspect tactique. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous construit, nous, en tant qu'entraîneurs? Moi, ce qui m'a construit, et je suppose que c'est la même chose pour tous les gens qui m'écoutent, c'est notre vécu quand on a été en formation. Moi, quand j'ai été en formation, à 18 ans, je suis rentré à la fac de sport à Montpellier. J'étais option handball. Et j'avais un professeur qui s'appelait Maurice Porte, c'était mon père, qui est connu en France parce qu'il a fait beaucoup de travail sur la formation du jeune joueur. Et la première chose qu'il nous a dit, c'est moi, je vais vous donner des outils pour analyser le jeu, pour le comprendre, pour le regarder, pour essayer d'entraîner des jeunes et les faire progresser. Mais après, avec votre sensibilité, vous ferez du bal ce que vous avez envie d'en faire. C'est le premier jour, il nous a dit ça. J'ai mis ça dans un coin de ma tête. Et puis je me suis dit, on va voir si ce que dit mon enseignant, mon père, est vrai. Et effectivement, en fonction de l'histoire de chacun, autant d'entraîneurs, autant de conceptions différentes, même si certaines se rejoignent. Donc moi j'ai eu cette formation avec Maurice Porte à l'UREPS de Montpellier, ça a duré 4 ans. Et puis j'ai subi aussi j'ai assisté aux formations de la Fédération française, notamment dans le diplôme d'expert adulte, qui était mené par François Rongeau et son équipe, voilà, où les intervenants experts venaient nous parler un petit peu de tout. Et là, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur... ça m'a mis beaucoup de choses au clair, notamment la théorie de la défense. Qu'est-ce qu'une défense homme à homme? Qu'est-ce qu'une défense de zone? Qu'est-ce qu'une défense... J'ai beaucoup réfléchi sur le jeu au poste, le savoir-faire que devait avoir un joueur. Ça, on m'a incité à le faire. Vous voyez, dans votre formation, il y a des déclics qui font que moi, par exemple, sur la formation de la Fédération française, c'est essentiellement tout ce qu'on a fait sur la défense, qui font qu'aujourd'hui, j'ai des convictions assez arrêtées. Voilà. Et les résultats que j'ai eus me font penser que je suis... Dire qu'on a la vérité, c'est prétentieux. Mais je me trompe. Si je me trompe, je ne me trompe pas de beaucoup, parce que souvent, avec mes équipes, on a plutôt eu de bonnes défenses, mais je prendrai des exemples plus tard. Je vais vous parler de ce qui nous construit comme entraîneur. Je vais vous parler de mon approche, de ma conception du handball, comment je vois les choses en défense, comment je vois les choses en attaque, comment je vois les choses en montée de balle, etc. Je vais vous parler des choses qu'il faut absolument prendre en compte quand on prend une équipe et qu'on veut lui donner une stratégie tactique. Et puis, ça avec des exemples d'équipes que j'ai entraînées. Alors, je vais parler de mon passage en Tunisie avec l'équipe nationale. Je vais parler de ce que j'ai vécu avec les juniors tunisiens qui ont fait 3e au championnat du monde en 2011. J'évoquerai rapidement l'équipe de France féminine où j'ai fait un bref passage pas très intéressant. Mon passage dans le club de Douaï au Qatar, qui est celui-là, a été court mais très riche, et puis ce que je vis aujourd'hui avec l'Algérie. Voilà. Je vais essayer de ne pas être trop lourd dans ce que je dis. Bon, voilà. Comme je n'ai pas de retour direct, je me lance et vous me direz plus tard, peut-être hors émission, si je vous ai intéressé, si je vous ai accroché ou si je vous ai ennuyé. En tout cas, ça m'intéressera d'avoir un retour. Voilà. Donc je vous ai dit, ce qui nous construit, c'est les formations qu'on a eues en tant qu'entraîneur. Mais il y a aussi notre vécu de joueur, parce qu'on a, pour la plupart d'entre nous, été joueurs, par rapport aux entraîneurs qu'on a croisés. Moi, j'ai été très influencé, je n'ai pas honte de le dire, par Daniel Costantini. Avec lui, il m'a entraîné pendant... J'ai fait 10 ans en équipe nationale comme joueur, j'en ai fait 8 avec lui. Et il nous entraînait beaucoup, c'est-à-dire 100 jours par an, quoi. Voilà, c'était quand même quelque chose de sérieux.
puis j'ai connu, par exemple, deux phases dans le jeu d'attaque. Quand il nous a pris, on n'avait pas beaucoup de talent individuel au début des années 83, 84, 85. Et donc, il a mis en place un jeu d'attaque très programmé, où on avait des enclenchements, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, et qui nous a permis d'avoir quelques résultats, ça c'est indéniable, mais qui était un petit peu ennuyeux quand même. Et un jour, dans une période où les résultats n'étaient pas trop là, je suis allé le voir et je lui ai dit, Daniel, on joue beaucoup sur des choses annoncées, précises, des enclenchements un petit peu fermés où il n'y a pas beaucoup de choix à l'arrivée. On est un peu démotivé et tout. Et il m'a répondu, si tu crois qu'on peut avoir des résultats au plus haut niveau en jouant sur des principes d'attaque, d'écartement, de fixation et de vitesse de balle, tu te trompes. Donc moi j'étais jeune à ce moment-là, j'ai dit bon, il a certainement raison, mais il a peut-être un petit peu tort aussi, voilà. Et donc ça m'a fait penser que la vérité devait être entre les deux, voilà. Et donc de cette discussion-là, les années passant, et entraîné des équipes, je me suis dit oui, des enclenchements, il en faut. Mais si, ce qui est intéressant, c'est qu'il soit ouvert sur plusieurs solutions, que le joueur ait des choix à faire à tout moment dans l'enclenchement. Ça motive le joueur. Et quand le joueur est motivé, il va forcément plus adhérer à ce que vous proposez. Il m'a dit aussi une fois, il nous a dit à tous, les gars, il vaut mieux avoir 2 défenses moyennes qu'une très bonne. Alors, moi je me dis, pourquoi il dit ça? Et il nous a illustré son propos, il a dit, vous voyez, quand une équipe est forte, si vous lui proposez quelque chose de très bon en défense, elle va trouver les solutions individuelles, collectives, pour battre votre défense. Et si vous n'avez que celle-là, vous allez perdre le match. Donc, il est toujours bon d'avoir une autre option. Et dans ce cas-là, il disait, il vaut mieux avoir 2 moyennes qu'une forte. Alors, l'idéal est d'en avoir 2 fortes, bien évidemment, mais j'ai retenu ça parce qu'effectivement, c'est mieux de pouvoir jouer sur plusieurs registres. Et de ce jour-là, je me suis dit, si un jour j'entraîne, quand les gens vont jouer contre mon équipe, je veux qu'ils aient du mal à dormir la veille en se disant, qu'est-ce qu'il va nous faire aujourd'hui Porte avec son équipe? Est-ce qu'il va faire une 0,6 de zone? Est-ce qu'il va faire une 1,5 home? Est-ce qu'il va faire une individuelle sur un joueur? Voilà, je me suis dit, il faut absolument que les gens soient inquiets, y compris dans le jeu d'attaque. Y compris dans le jeu d'attaque. Après, je me suis fait d'autres convictions en croisant un entraîneur qui était venu nous entraîner à Nîmes, un monsieur qui a réussi ailleurs, qui s'appelait Borogolic, dont le fils a joué en équipe nationale. Il est venu à Nîmes, c'était un entraîneur de l'école yougoslave, un bosniaque, qui venait de Bordeaux, il avait eu de très bons résultats, et il est venu avec ses idées, qu'il a voulu nous appliquer à nous ni moi, qui étions champion de France à ce moment-là. Une défense 3-2-1, un attaque, un jeu comme les Yougoslaves à l'époque. On ne changeait pas beaucoup de postes. Voilà. L'ailier restait à l'aile, l'arrière restait arrière. Quand il y avait un croisé, c'était le bout du monde. Voilà. Et du jeu à 2 dedans, des choses comme ça, il n'y en avait pas. Et ça n'a pas marché avec les joueurs qu'on avait. Voilà. La défense 3-2-1. Nos gardiens n'étaient pas très très bons sur les ailes. Voilà. Il avait il donnait la priorité pour que les 2 arrières marquent des buts, mais les autres joueurs ne s'y retrouvaient pas. La dynamique a été un petit peu mise à mal. Et c'est l'année où mon club a eu les plus mauvais résultats. Voilà, il a fini 4e. Et en 12 ans, je crois que c'est le plus mauvais classement que mon club a eu. Donc je me suis dit, avoir des convictions, oui, mais pas les appliquer n'importe comment, parce que ça ne marche pas. Ça n'enlève rien au mérite de Boro qui a réussi ailleurs. Hein. Voilà, donc ça c'est une chose que je veux bien préciser. À partir de ces choses-là, il y a aussi mon vécu de joueur qui, à une époque, quand j'ai commencé à jouer à Nîmes, on avait des entraîneurs qui n'étaient pas professionnels, qui étaient des bons animateurs, mais qui, au niveau connaissance profonde du handball, n'étaient pas très précis. Or, on était une équipe de jeunes, plutôt étudiants à l'UREPS, et on se posait beaucoup de questions sur le jeu et tout, et à la limite, c'était nous qui décidions ce qu'on allait faire. Et là, j'ai acquis 2 convictions. La première,
ce qui vient des joueurs sera toujours fait beaucoup plus intensément par eux. Parce que c'est leur idée, c'est leur volonté de faire tel enclenchement, telle chose. Et à partir de là, ils vont donner 120%. Si vous leur imposez quelque chose qu'ils n'ont pas spécialement envie de faire, vous en tant qu'entraîneur, ça ne va pas donner de très bons résultats. Donc il faut être assez rusé pour qu'à certains moments, le joueur puisse dire « Ok, nous on aimerait jouer sur ce registre-là. » Vous verrez que dans mon vécu, je l'ai appliqué. Je suis convaincu que c'est très positif pour ça, mais je suis convaincu aussi qu'on ne peut pas avoir que cette stratégie-là pour avoir des résultats. Parce qu'effectivement, le joueur, quand il joue, il n'a pas la lucidité de voir si les options tactiques sont les bonnes ou pas. Il est fatigué, il a autre chose à gérer, sa performance, ces choses-là. Et à ce moment-là, oui, on a eu quelques résultats. On a fini 2e, 3e du championnat. Mais on est tout le temps parce qu'il y avait cet écueil sur certains matchs. Une bonne tactique pris par quelqu'un plus serein, plus lucide sur le bon terrain. Donc, ce qui vient des joueurs, oui, mais ça ne suffit pas. Et puis, bien sûr, après, vous avez les inspirations que vous trouvez chez les adversaires que vous avez rencontrés. Voilà. Il est toujours bon de piocher chez l'un, chez l'autre, des choses qui vous ont plu, que vous pensez pouvoir appliquer à votre équipe. Il n'y a pas de honte à ça, et moi je suis très curieux de tout ça. Vous verrez dans mon vécu, je vois qu'il y a beaucoup de Tunisiens, mais il y a un enclenchement que j'utilise depuis très longtemps qui s'appelle le SOUS. Le SOUS, c'était l'étoile du Sahel que faisait avec Semi Saïdi, je crois. Et puis, voilà, moi, j'ai pas hésité à le proposer, à le faire. Je le fais encore avec l'équipe d'Algérie aujourd'hui. Donc, voilà, c'est pour vous citer l'exemple, mais j'y reviendrai. Et donc, il ne faut pas hésiter, quand vous pensez que quelque chose est bien fait par vos adversaires, à essayer de l'appliquer. Voilà. Moi, par exemple, quand j'étais joueur, j'ai subi la défense 3-3 des Algériens. Et c'était compliqué de l'attaquer. Donc je ne m'interdis pas, avec mes équipes, d'avoir à certains moments ce type de défense. Là aussi, j'y reviendrai tout à l'heure quand je rentrerai dans le détail de mon parcours. Donc mon approche du handball, à partir de là, à partir de tout ce que je viens de dire, ma formation, mon vécu de joueur, mon vécu de... Voilà. Parce que j'étais aussi quand même un joueur qui n'était pas un consommateur. Je ne venais pas à l'entraînement pour transpirer, me faire plaisir, marquer des buts, courir. Non, je me demandais toujours pourquoi on me fait faire ça. Et je pense que c'est une démarche qui peut qu'inciter à bien réfléchir sur le jeu et ce qui est important dans notre sport. Mon approche, ma conception du handball, j'ai essayé de les rédiger en quelques lignes. Ma première conviction, c'est que tout ce qu'on fait dans tout ce jeu, c'est-à-dire, on va dire, défense, montée de balle, attaque, j'évoquerai pas trop le repli défensif, mais je pourrais, on le fait à 6. Tous les joueurs savent qu'on va jouer de telle façon dans tel domaine. Voilà. Pour plusieurs raisons. Pour qu'il y ait une cohérence collective. Ensuite, parce que je pense que on est plus fort à plusieurs que tout seul. Et que la vraie star dans une équipe, c'est le groupe. Ce n'est pas une individualité. Il y a des équipes où il y a des joueurs stars qui vont marquer des buts, etc. Oui, voilà. Et on peut construire un projet pour que ce joueur marque 14 buts, que les autres en marquent un chacun et essayer de gagner le match. Non. Moi, j'ai plus une idée de impliquer tout le monde sur tout ce qu'on va faire, notamment en attaque, en montée de balle, chacun a un rôle bien défini, avec bien sûr des capacités d'adaptation suivant la situation qui se présente. Mais tout ce qu'on fait, on le fait à 6, ou aujourd'hui on a le droit de le faire à 7, parce que le jeu à 7 est autorisé. Peut-être que j'en parlerai, parce que c'est quelque chose de particulier, qui dénature un petit peu notre sport, mais enfin bon, c'est comme ça. Concernant le secteur défensif, j'ai décidé de m'appuyer sur les principes français de la théorie de la défense. Une défense homme à homme, une défense de zone et éventuellement une défense mixte. Voilà. Alors, la défense homme à homme, je ne vais pas vous faire un cours, je dis que j'étais pas là pour. Hein, c'est chacun
à la responsabilité d'un adversaire, mais je n'oublie pas que dans la défense homme à homme, il y a une donnée indispensable qui est que si votre partenaire est battu dans une zone, vous devez aller l'aider. Et ça veut dire qu'il faut systématiquement s'aligner après avoir joué un duel avec votre vis-à-vis. Admettons que vous jouiez, je vais essayer de le dessiner sur un tableau, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Si vous jouez un duel, alors je vais voir ce que ça peut donner. C'est plutôt ici, voilà, c'est là. Si ce joueur-là, ici, la croix c'est le défenseur, joue un duel à 9 ou 10 mètres, et que le ballon va au joueur demi-centre, si ce joueur-là ne s'aligne pas, si le demi-centre joue un contre un gagnant ici, ce joueur-là ne peut pas l'aider. A l'inverse, ici, cela étant aligné, il va pouvoir venir l'aider, ça n'empêche pas qu'on soit en homme à homme. J'espère que je suis clair. Donc, même si on fait une défense homme à homme, il faut toujours redescendre et s'aligner avec son partenaire, parce qu'il y a la notion de aider si le partenaire est battu. Voilà. Dans la défense de zone, on est plutôt plus nombreux côté ballon qu'à l'opposé, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'entraide. Moi, je suis plutôt fan de ces défenses de zone. D'abord parce qu'elles créent du dynamisme et beaucoup d'activité. Ensuite parce qu'elles créent une dynamique collective, on défend ensemble. Mais par contre, je rajoute quelque chose, et ça c'est assez personnel, pour que mes joueurs comprennent bien que ce qui est essentiel, c'est de gagner les duels. Quand le ballon est dans leur secteur et qu'ils sont en défense, là, ils oublient la notion de zone et ils sont en homme à homme. Il faut absolument qu'ils ne soient pas battus par leur vis-à-vis. Sinon, on va être débordé, il va y avoir un surnombre, on va être obligé de venir les aider, etc. Et ça les responsabilise en leur disant attends, le bal est dans votre secteur, on oublie qu'il y a des gens qui sont venus vous aider, on oublie qu'il faut flotter, on est là juste pour gagner le duel. Donc défense de zone, ça n'exclut pas qu'il faut faire des fautes, qu'il faut gagner le duel. Certains disent un match se gagne en défense. Je ne sais pas si un match se gagne tout le temps en défense, mais par contre il peut se perdre. Parce que si vous prenez 35 buts, pour gagner, il faut en marquer 36. Et la défense est fondamentale, parce que ça peut fatiguer l'adversaire, l'épuiser, le décourager psychologiquement, physiquement. Et c'est un secteur qui est essentiel. Citez-moi des équipes qui ont gagné des grands trophées sans avoir une bonne défense. Citez-moi des équipes qui sont rétrogradées en deuxième division en ayant une bonne défense. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc la défense est quand même quelque chose d'essentiel. C'est pas toujours le plus agréable à travailler, mais c'est quelque chose de très. Après, dans mes convictions, vous avez compris que quand je prends une équipe, je sais qu'elle n'est pas qu'une seule défense. Voilà. Si elle est de zone, elle est de zone, 0,6 de zone, ok, voilà. Je vais énoncer les incontournables pour moi. Et vous allez comprendre que après, on peut faire beaucoup de choses. C'est-à-dire, mes principes à moi, l'alignement, j'en ai parlé. Ça, c'est pour l'entraîne. Quand mes joueurs doivent jouer un duel, je fais en sorte, je leur demande de ne jamais être battus du côté du bras du porteur de balle. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que c'est souvent là qu'il est le plus à l'aise pour sortir les ballons, pour tirer, pour être efficace. Quand il va du mauvais côté, on a toujours le temps d'intervenir. Et donc je demande à mes défenseurs, ça c'est un geste technique, de ne pas être neutre, c'est-à-dire pas face au porteur de balle, mais un peu décalé sur son bras, voire même les uns un peu orientés pour l'envoyer quelque part. Voilà. Là on n'est pas neutre en défense. Je leur demande de systématiquement de ne pas accepter que le pivot se place entre deux joueurs. Je vais illustrer ici. Vous voyez sur ce tableau, les défenseurs ce sont les croix. Si le pivot est entre deux joueurs, si ce joueur-là va ici, le défenseur va venir ici, et il y aura un gain d'espace favorable au pivot. Idem de l'autre côté,
Et si le joueur qui est là vient tirer, le temps qu'on décide qui va sortir, qui va rester sur le pivot, c'est trop tard. Donc je leur demande, dès qu'un pivot est entre deux joueurs, de se désigner. Voilà. Je leur demande aussi de toucher le shooter adverse plutôt que de le contrer. Pourquoi? Parce que la technique du contre est très difficile. Vous avez tous vu des gardiens qui disent « Ah oui, mais je t'avais dit de contrer premier poteau, toi tu as contré second. » Voilà. Ces discussions-là interminables, elles n'avancent à rien. Par contre, si vous voulez aider votre gardien de but, vous perturbez le shooter en le touchant, en lui attrapant le bras, etc., etc. Donc je dis toucher plutôt que contrer. Il y a aussi la notion de fatiguer l'adversaire. Quand vous contrez un joueur, que vous le contriez ou pas, vous n'avez aucun impact sur lui. Par contre, si vous faites une faute, physiquement, vous l'impactez, vous le fatiguez, et peut-être qu'au bout d'un moment, dans le match, il va se fatiguer, il va s'user. Voilà. Je leur demande de ne pas partir en contre-attaque tant qu'on n'a pas la balle. Je trouve rien de plus insupportable qu'une équipe qui a bien défendu. Un tir, poteau, le ballon revient dans l'aile, ah ben l'ailier était parti en contre-attaque là-bas, et du coup, on a bien défendu pendant 45 secondes, et on se retrouve avec un ailier pour quelqu'un qui a voulu marquer son petit but, qui va avoir un tiers de zone pour battre notre gardien. Ça, si on veut que la défense ne donne pas de but facile, pour user l'adversaire, il ne faut pas l'accepter. Voilà. Je vais vous prendre un exemple pour l'anecdote. J'ai eu la chance d'entraîner Oussama Bourhanmi. Ça a été un combat, parce que lui, il aimait beaucoup partir vite, c'était son point fort, etc. Et de temps en temps, j'ai eu un petit peu je me rappelle d'un match du Coupe d'Afrique, j'avais dû le sortir parce que 2 fois d'affilée, il nous a fait le coup et il a énervé tous ses copains. Voilà, c'était juste pour ça. Mais après, il était le premier à reconnaître que dans sa formation, il était tombé sur des entraîneurs qui avaient d'autres stratégies, qui ont leur qualité, parce que Oussama Bourhanmi, s'il prend de l'avance contre-attaque, personne ne le rattrape. Mais ça ne rentrait pas dans les miennes, et donc là, j'ai été assez ferme sur ça. Voilà. La défense sur les blocs aussi, c'est toujours quelque chose qui se produit, donc j'ai éprouvé le besoin de très vite dire à mes joueurs comment on défend sur un bloc. 1, on l'annonce. 2, on essaie de s'aligner. S'aligner, ça veut dire que, je vais essayer de le dessiner ici, c'est un bloc ici, lui va venir ici, lui va redescendre un petit peu, et après, d'accord? En 90% des cas, si le bloc est à 9 mètres, on peut après jouer un 2 contre 2, le défenseur aligné contre deux attaquants face à eux. Dans 10% des cas, je dis, on annonce le bloc et le défenseur monte pour essayer de faire une faute. Dans quel cas je dis ça? C'est quand ce joueur-là a un potentiel de tir de loin important et qui peut être vraiment dangereux. Voilà. Par exemple, quand avec la Tunisie contre la France, s'il y avait un bloc pour Daniel Narcisse ou pour Nicolas Karabatic, il était prévu qu'on avance pour essayer de faire une faute. Voilà. Et quand on jouait contre le Danemark, c'était pareil contre Michael Hansen. Voilà mes principes défensifs. Je serai plus court sur les autres secteurs du jeu, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les enclenchements que je propose. Mais, par exemple, sur la montée de balle, je m'efforce qu'il y ait une organisation, fût-elle la plus simple possible. Par exemple, les Hongrois ont une montée de balle où le premier qui peut ramasser le ballon le ramasse, et on court. Les ailiers vont aux ailes, le pivot va au milieu, et les arrières, hop, ils courent. Par contre, le seul principe, c'est pas de passe latérale quand on arrive à 12 mètres du but, environ. On arme et on fait comme si on allait tirer. Et effectivement, c'est quelque chose de très simple, chacun va à son poste, le pivot est disponible. Quand on arrive à 12 mètres, si on fixe, il y a des défenseurs qui viennent et il y a peut-être de la place ailleurs. Et s'ils ne viennent pas, on peut tirer. Voilà. C'est un exemple de montée de balle, il peut y en avoir d'autres. On monte la balle d'un côté, on fait rentrer les liés à l'opposé. Voilà, je peux vous en citer une dizaine si vous voulez. Après, je choisis en fonction des joueurs que j'ai et de leurs points forts, si possible. Concernant l'attaque, pour un entraîneur, c'est le secteur où on peut se faire le plus plaisir. Voilà.
à condition d'avoir un peu d'imagination. Et c'est là qu'on touche personnel. Mon objectif, moi, c'est d'avoir des réponses collectives à tout ce que les adversaires peuvent nous proposer comme défense. Et si possible avec de la variété. Parce que maintenant, avec les vidéos, avec tous les logiciels qui font qu'on analyse les enclenchements des uns des autres, on peut très vite prévoir comment l'adversaire va répondre. Donc j'essaie d'avoir plusieurs enclenchements. Je pense que c'est riche tactiquement pour battre l'adversaire. Je pense que c'est riche pour nos joueurs, pour prendre du plaisir. Par contre, ça a ses limites. Mais j'y reviendrai plus tard. Ça a ses limites parce que... Non, j'y reviendrai plus tard. Donc, j'essaie de prévoir des 6 contre 5, des 5 contre 6, des 6 contre 6 avec un joueur exclu, des 7 contre 6. Voilà, tout ça avec un maximum de diversité que j'invente parfois, que je vais prendre sur ce que je vois. Mais aujourd'hui, j'essaie de sortir un petit peu de ce qu'on voit beaucoup, c'est-à-dire des Iago, des croisés sans ballon d'arrière qu'on appelle le Yugo. Ça, c'est des choses qui font qu'on a l'impression de toujours répéter la même chose. La variante, c'est où est le pivot. Je trouve ça un peu ennuyeux. Je ne dis pas que j'y ai pas recours, mais j'essaie d'intéresser mes joueurs en leur proposant un petit peu autre chose. Voilà. Quand vous construisez un projet de jeu, que vous avez une équipe, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Le projet, premièrement, il faut l'adopter, l'ajuster aux joueurs dont on dispose. Il ne faut pas mettre quelque chose de trop difficile pour eux. Moi, j'ai la chance de me voir confier des équipes de haut niveau, des équipes nationales. Donc souvent, le talent, il est là. Mais il y a quand même des choses à prendre en compte, notamment la formation du joueur. Si le joueur est formé à savoir s'adapter, à savoir lire les situations, là, vous pouvez proposer des enclenchements ouverts avec beaucoup de choix. Vous parlez de Daniel Costantini qui nous avait proposé des enclenchements un peu fermés quand il a pris l'équipe de France au milieu des années 80. Il faut dire qu'on avait dans notre équipe un joueur qui s'appelait Philippe de Bureau, qui a commencé le handball à 18 ans, qui n'a pas eu de formation initiale, qui était un shooter. Voilà. Mais qui avait beaucoup de mal à lire les situations, à voir, tiens, la solution, elle est sur le pivot, elle est sur les liés, elle est sur les liés opposés. Non. Lui, c'était un shooter. Donc, on avait des choses assez fermées. Et donc, c'était bien joué, parce qu'il nous a vraiment rendu de fiers services. Un gaucher qui marquait de 10-11 mètres, sans passer parce qu'il n'avait pas une bonne perception de ce qui se passait, ça aurait été dommage. Donc, on avait des enclenchements pour lui. Voilà. Donc, il faut tenir compte de la formation des joueurs. Ça, je le vis aujourd'hui un petit peu avec les Algériens. J'ai des joueurs qui anticipent toujours ce qu'ils vont faire. Ça les rassure. Et donc, mon travail, c'est déjà de les transformer et de compléter un petit peu la formation pour les plus jeunes en leur disant, voilà, il faut savoir regarder, savoir prendre l'information, mais c'est aussi de leur proposer des enclenchements où il n'y a pas trop de possibilités de choix. Voilà. Je l'ai fait par exemple avec Wael Jalouz, quand il est rentré en équipe nationale. Wael Jalouz, il était un tireur offensif. Bon, ben on avait par exemple un double écran pour lui. Si l'écran était bien fait, ben il fallait qu'il tire. S'il n'était pas bien fait, c'est que certainement derrière le pivot était disponible. Ne serait-ce qu'avec cet enclenchement, elle nous a marqué, je crois, 8 buts le jour du fameux Tunisie-Allemagne du mondial 2013 où on a gagné, et qui lui a valu de signer un contrat à Kiel l'année d'après. Donc vous voyez, un joueur qui avait des points forts, quelques points faibles, en utilisant bien son point fort sur des enclenchements adaptés, peut vous rendre de grands services. Par contre, quand on joue avec Mosba Sanaï, qui lui est beaucoup plus spontané, on utilisait d'autres formes de jeu. Voilà. Il faut utiliser le talent des joueurs et leur capacité à se transformer. Si vous voyez qu'un joueur ne va pas progresser, ben, il faut l'utiliser tel qu'il est. Si vous pensez que c'est un jeune qui va changer, qui va progresser, qui va améliorer les gestes techniques, qui va améliorer sa compréhension du jeu, là aussi vous pouvez piocher dans d'autres enclenchements. Mais là, il faut faire une analyse assez fine.
il faut tenir compte du temps de travail disponible qui va vous être accordé. Par exemple, si vous avez une sélection, il y a des périodes ciblées. Si vous avez une sélection européenne, vous avez 3 semaines IHF et 3 semaines IHF dans la saison et avant la grande compétition. C'est peu. Donc c'est difficile d'être très ambitieux sur la variété. Soit vous avez des joueurs talentueux qui vont très vite s'approprier les choses nouvelles que vous allez leur proposer. Mais voilà, il faut en tenir compte aussi. Si vous avez un club et que vous avez un contrat de 5 ans, qu'on vous dit là l'objectif c'est de se maintenir et dans 5 ans on va être européen, vous avez le temps de construire quelque chose de plus peut-être plus ambitieux, plus compliqué, et ça il faut en tenir compte. Il faut tenir compte du format de compétition à venir. Moi quand on me confie l'équipe d'Algérie, je sais que l'objectif c'est de faire une bonne Coupe d'Afrique. Une bonne Coupe d'Afrique, elle va se jouer sur les 5 premiers jours où on va jouer 4 matchs. Si on gagne les 4 matchs, on est en demi-finale. Le premier constat que je fais, c'est que faire une défense 3-3 sur 4 matchs en 5 jours, c'est impossible d'avoir une fraîcheur physique qui va vous permettre de gagner le 4e match et peut-être même dès le 3e on va piocher. Surtout que, par expérience, et là je reviens à mon vécu de joueur, j'avais croisé les Algériens dans des compétitions mondiales, pour les compétitions, et ils avaient du mal à les finir. Donc j'ai dit la 3-3, oui, il faut la garder parce qu'ils la font bien, mais il ne faut pas l'utiliser de façon systématique, sinon on va s'épuiser. Donc quand je dis tenir compte du format de compétition à venir, c'est ça. À l'inverse, quand j'ai fait la Coupe d'Afrique avec la Tunisie, j'ai failli me faire piéger en 2010. En 2010, on a joué les Algériens juste avant les demi-finales, au 2e tour, on a fait match nul. On a buté sur la défense 3-3. Pour des raisons, on n'a peut-être pas assez préparé l'attaque de cette défense-là. C'est la période où Wissem qui avait beaucoup de bras, a commencé à avoir des problèmes d'épaule. Nous, on avait misé notre jeu sur les coups francs. Il s'avère qu'il n'était pas disposé à placer son bras, mais qu'il nous l'avait un petit peu caché. Donc voilà, je me suis dit, ok, on a fait match nul, on s'en est sorti parce qu'on avait quand même préparé des choses. Et cette année-là, l'Algérie était très forte. En 2012, je me suis dit, pour gagner la CAN 2012 au Maroc, il faudra probablement un jour battre l'Algérie, en demi-finale, en finale, je ne sais pas où, mais il faudra les battre. Et ça, il faut le préparer. Et là, on avait préparé plusieurs enclenchements d'attaque parce qu'on savait qu'on allait avoir ce type d'adversaire à battre. Voilà. Donc tenir compte du format de compétition et des adversaires que vous allez rencontrer, c'est très important. Et dans votre projet de jeu aussi, il faut anticiper la gestion de votre effectif. Est-ce que vous allez pouvoir gagner à 7? Oui, si on joue une fois par semaine, peut-être. Si on joue 4 matchs en 5 jours, non. Donc il faut absolument impliquer des joueurs, quitte à ce que, même s'ils sont a priori moins bons que l'autre, il faut que, par période dans le match, sur des enclenchements adaptés, le garçon puisse m'apporter quelque chose. Je reprends un exemple de l'Algérie parce que c'est le plus frais, mais je ne pouvais pas demander à Messaoud Berkous de jouer 1 heure tous les matchs. J'avais un arrière, Zouer Naïm, qui est un jeune joueur, qui lui c'est le joueur type qui programme ce qu'il va faire. Mais par contre au niveau du tir il est exceptionnel. Et bien voilà, dans les premiers matchs on a essayé de l'utiliser sur des enclenchements où lui pouvait nous marquer quelques buts. Mais Messaoud, il était hors de question qu'il fasse 1 heure à tous les matchs. Enfin, même si on lui en a beaucoup demandé, on avait anticipé cet aspect-là. En plus, par conviction, je pense que même si tous les joueurs sont importants, la star de l'équipe, c'est l'équipe. Pour que l'équipe fonctionne bien, il faut impliquer tout le monde. Alors, il y a des joueurs qui sont impliqués à l'entraînement, c'est des partenaires d'entraînement exemplaires, mais quand même, si on peut leur donner un petit peu un os à ronger, on dit en France, c'est-à-dire un peu de temps de jeu, et souvent ils ont des qualités.
s'est repéré et de me dire, lui, je vais l'utiliser dans tel contexte. Voilà. Je vais essayer de vous trouver des exemples, mais vous allez voir, les exemples ils vont arriver vite, parce que je vais passer à mes expériences personnelles, et la première que je vais évoquer va aller. Voilà. En 2009, j'ai été appelé pour entraîner l'équipe nationale de Tunisie, que j'avais vu jouer au Mondial 2005. Je connaissais les joueurs tunisiens qui évoluaient en France, et notamment Aikel Mganem, que j'avais eu un an à Nîmes, en 2006-2007. Je connaissais ceux qui jouaient à Montpellier, Wissem, Issam, Marwan Magaïez, Jalel Touati à Noirayed, voilà. J'avais cette image-là, mais je ne savais pas trop comment vivait de l'intérieur cette équipe nationale qui venait de perdre une Coupe d'Afrique en Angola contre l'Égypte. Et les Tunisiens, vous savez tous que perdre contre l'Égypte, c'est toujours un drame, mais en plus, là, c'était aussi pour des Jeux Olympiques, et donc c'était un petit peu contrariant. Et quand je suis arrivé, j'ai beaucoup discuté avec ces garçons. Et là, ceux dont je viens de vous parler m'ont dit, Alain, on est un peu fatigué, on est un peu usé, parce qu'on joue beaucoup, on a beaucoup de responsabilités. Quand on gagne, on est très content, ça se passe bien, tout le monde est content de nous. Quand on perd, on est pas mal critiqué, c'est un peu usant. Très honnêtement, on se pose des questions sur notre investissement. A l'inverse, quand je suis arrivé, j'ai pris une équipe de joueurs locaux pour aller faire des Jeux méditerranéens. Et en discutant avec eux, j'ai compris qu'eux disaient, mais quand les autres vont revenir, nous on jouera plus. Donc, sur ma gestion de l'effectif, j'ai dit non, ça c'est pas possible, on ne va pas pouvoir construire quelque chose de solide comme ça. Il n'y a que des mécontents en fait, ceux qui sont trop utilisés, ceux qui ne le sont pas assez. Et en plus, j'ai tout de suite vu qu'il y avait des joueurs de talent chez les joueurs locaux. Alors, okay, des choses qu'ils n'avaient pas parce qu'ils n'évoluaient pas dans un championnat européen, un peu de travail physique notamment, mais sinon le talent était là. Et quand on est allé jouer la Coupe d'Afrique en Égypte, Sobi Sayed avec Karim Ghanem, excusez-moi, mais c'était dommage de ne pas utiliser les deux. C'est comme ça qu'on a vu apparaître des Bassem Rabet, Anis Gatchi, qui ont marqué des buts décisifs lors de la finale contre l'Égypte. Anwar Ayed a partagé le poste avec Maher Krayem. Voilà, je peux vous prendre plein d'exemples comme ça. Et à la sortie, les joueurs, quand ils jouent, ils ne sont pas fatigués, ou moins que s'ils jouaient 1 heure tous les matchs. La dynamique est plutôt positive parce que tout le monde est impliqué. Et puis voilà, et je pense que moi, dans mon éducation, dans ma façon de voir les choses, c'est quelque chose de très très important que tout le groupe soit impliqué. Tout le groupe, y compris le 17e et le 18e, qui sont des partenaires d'entraînement parfois exemplaires. Là-bas, c'était Amer Mahmoud qui était 17e. Il n'a pas fait un match. C'est le premier qu'on a remercié après avoir gagné. Il a été, mais alors, incroyablement positif. Il a aidé les joueurs à se préparer, là, voilà. Et ça, c'est dans une stratégie de projet de jeu, mais aussi de projet de vie de l'équipe, c'est important. Pour les enclenchements que j'ai proposés, le type de défense, avec ces joueurs-là, je dois vous dire qu'un jour, j'ai éprouvé le besoin de faire un cours théorique sur la défense, où j'ai expliqué comment moi je voyais une défense au Mahom, qu'est-ce que je mettais derrière, une défense de zone, les principes d'alignement que j'ai évoqués au début, etc. Mais moi qui prenais pour la première fois une équipe nationale, je m'adressais à Wissem Mam, Issam Tej, Mahmoud Garbi, des garçons quand même qui connaissaient leur boulot, quoi. Et cette théorisation a fait qu'à la sortie de la réunion, ils sont tous venus me voir et m'ont dit Alain, on en avait besoin de cette réunion. Comme ça, maintenant, c'est clair. Voilà, on comprend ce qu'on va faire à tel moment, quand on est en zone, quand on est en home, pourquoi s'aligner, pourquoi ne pas s'aligner, voilà. Alors vous, en tant qu'entraîneur, si j'ai un petit conseil à vous donner, des fois on se dit, bon, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner. Ce n'est pas une perte de temps de faire un peu de tableau noir, en disant, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, pas besoin d'être on prend une salle de réunion, un tableau, un paperboard, et on écrit. Et ça met les idées au clair. Et ça fait progresser les gens. Même les plus expérimentés. Et même si on n'a rien à leur apprendre par ce biais-là, au moins, on sait qu'on parlera tous de la même chose. Donc voilà, mon projet de jeu avec
la Tunisie A, sans rentrer dans le détail, on avait beaucoup d'enclenchements, mais j'avais des joueurs brillants. Quand vous avez Kelem Gadem ou Sobi Sayed demi-centre, il ne manque pas d'imagination. Quand je proposais un enclenchement, dans les 5 minutes qui suivaient, il proposait une variante. Et les autres adhéraient beaucoup à ça. Mais j'ai compris pourquoi. Et là, j'en reviens à tenir compte de la formation des joueurs. J'ai compris comment les jeunes joueurs tunisiens débutaient le handball. La plupart débutent dans la rue. Voilà. Je vais en faire sourire certains parce que beaucoup l'ont vécu. On joue 3 contre 3, on dessine un but sur un mur, on trace une zone au sol, un gardien, 2 défenseurs, 3 contre 3. Et là, on a des joueurs qui jouent dans la rue, qui spontanément tentent des choses, apprennent des choses, ont des gestes techniques, des richesses. Quand ils avaient fini, ils m'ont expliqué, c'est ces joueurs-là qui m'ont expliqué. Le soir, ils allaient dans le club et ils faisaient des matchs. Et ils rejouaient, jouaient et jouaient. Alors, c'est pas la formation à la française. Mais la formation à la française, elle a aussi des travers, quand même. Hein. Elle n'a pas que des qualités. Mais j'avais des joueurs qui étaient des vrais joueurs, dans le sens du terme, avec des gestes techniques qui n'étaient pas un problème, des bons joueurs, de bons manieurs de ballon, des joueurs qui savaient bien jouer. C'est très intéressant parce que je pouvais proposer des tas de choses et ils s'adaptaient tout de suite. Voilà. Par contre, j'ai vite compris pourquoi dans les défenses au Mahom, on n'était pas très efficace. Parce que quand vous jouez du A3 contre dans la rue pour des années, vous jouez plutôt sur les trajectoires quand vous êtes en défense, puisque vous êtes moins nombreux, que sur des duels à gagner. Voilà. Et ça, je l'ai subi quand en 2011, on m'a proposé de prendre l'équipe junior, la génération 90-91, qui venait de faire 4e du mondial cadet en Tunisie et qui allait faire le mondial 2011 en Grèce, donc avec moi. Et là, je me suis aperçu que ces garçons-là étaient pas vraiment bons en défense et notamment dans les duels. Voilà. Donc, avec mon adjoint, Fabet Mafoun, qui les connaissait très bien, il m'a dit oui, c'est vrai, Alain, là, dans ce secteur, on a du travail à faire. Comme j'ai eu la chance d'avoir 5 ou 6 semaines de préparation, c'est beaucoup pour une équipe nationale, d'affilée, avant de partir au mondial. Tout l'été, on était en stage à Madia. Le nom de l'hôtel me reviendra. Sinon, si vous pouvez me le préciser, ça me rappellera de bons souvenirs. 80% des séances étaient axées sur la défense, sur les savoir-faire défensifs, parce que ça n'avait pas forcément été beaucoup évoqué dans leur cursus de formation. Et comme les joueurs ont adhéré, ça n'a pas marché à tous les matchs. On a explosé contre le Danemark, par exemple, en demi-finale du mondial, mais on a terminé 3e. Voilà, 3e du mondial, une médaille dans un championnat du monde, c'est quand même plutôt pas mal. Mais mon projet de jeu, j'avais à ce moment-là 2 petits demi-centres, Abdelhak Ben Salah et Afet Moussa. C'était aussi des manieurs de ballon, des joueurs très, très intelligents tactiquement. Et puis Mosba Sana, Yamin Benour et Bourhanmi, Chouiref, voilà, des joueurs qui tactiquement sont très bons en attaque, qu'il fallait faire progresser. Voilà, mon analyse, elle s'est portée là-dessus. Et je me suis dit, il faut vraiment les améliorer dans le secteur défensif, sinon on ne pourra rien espérer. Quand ces joueurs-là nous ont rejoints, 4 nous ont rejoints pour la Coupe d'Afrique qui a suivi. 5 mois après, ils étaient au Maroc avec nous, et 5 étaient un an après aux Jeux Olympiques, et 5 sur 14. Donc c'est beaucoup. El Jalouz, Mosba Sanaï, Amin Benour, Chouiref, Toumi, Bourhanmi, les ailiers, voilà. On a fait un petit peu évoluer le projet de jeu aussi avec eux, en faisant des sous, tout ce qu'ils faisaient quand ils jouaient à l'Étoile, ou quand ils jouaient avec l'équipe nationale junior, avec des joueurs qui changeaient de secteur. C'était pas forcément le style de jeu préféré par les plus anciens, mais voilà, avec l'adhésion des joueurs, l'adhésion de garçons intelligents. J'ai eu la chance d'avoir des garçons extrêmement intelligents, extrêmement réceptifs. Ça a été un vrai plaisir. Voilà, et ça s'est concrétisé quand même par des Jeux Olympiques plutôt satisfaisants, avec une défaite honorable contre la Croatie en quart de finale, et un mondial 2013 quand même qui était assez sympa, où on a failli battre la France. Et voilà, d'ailleurs, à propos de la France, j'y reviens. Je disais, il vaut mieux avoir 2 défenses moyennes qu'une bonne. Et quand on est arrivé au mondial 2013,
en Espagne. Le match d'ouverture, c'était France-Tunisie. Et les Français, c'était à l'époque où leur 1-5 homme à homme était inattaquable. Sauf qu'on avait beaucoup réfléchi là-dessus, qu'on avait trouvé des stratégies pour isoler des joueurs, voilà, et qu'à la 57e minute, on était à égalité. Donc c'est pour ça que ce jour-là, les Français n'avaient pas d'autre alternative que cette défense 1-5, Bertrand Gilles devant, Didier Dinard derrière, voilà, on monte à l'opposé du pivot, etc. Mais nous, on avait trouvé, avec Fabet Mahfoud, on avait réfléchi avec les joueurs, des stratégies qui faisaient qu'on isolait Didier Dinard notamment, et qu'on les a mis beaucoup en difficulté. Donc c'est pour ça, vous voyez, d'ailleurs les Français ont rectifié après pour regagner des médailles, ils ont varié un petit peu les défenses, 0-6, 1-5, etc. Je vais évoquer brièvement mon passage avec l'équipe de France féminine, qui était un échec complet quand je les ai prises. Et j'ai éprouvé le besoin de changer leur jeu d'attaque, et pour ça il fallait que je change l'effectif. Donc j'ai appelé des jeunes joueuses beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus qui arrivaient à jouer dans d'autres secteurs que le leur, etc. Voilà, bon. Donc, et des filles qui ont adhéré, mais qui ne maîtrisaient pas forcément très bien les enclenchements collectifs, peut-être de par leur formation. J'ai pas eu le temps de l'analyser, ça a été trop court. Mais ce qui m'a fait réfléchir à quelque chose, c'est que on a perdu le premier mondial que je fais, où là les choses étaient assez saines encore. On a perdu en quart de finale contre la Pologne parce que sur nos enclenchements, on était un peu imprécis. Voilà. On en avait beaucoup et on n'était pas très précis. Et comparé au Monténégro qui en 2012, sur un seul enclenchement d'attaque, l'ailière va chercher l'arrière opposé, qui va chercher l'autre arrière, est allé en finale des Jeux Olympiques, ça m'a interpellé. Je me suis dit quand même, sur une sélection nationale, on n'a pas trop le temps, il faut peut-être réduire un petit peu mes ambitions, surtout vu le profil des joueuses ou des joueuses que j'avais. Mais parfois, un gros point fort suffit à avoir de grands résultats. Donc, je ne suis quand même pas convaincu. Hein, pour tout ce que je vous ai dit au début, pour le plaisir que peuvent prendre les athlètes à avoir un jeu varié, quand on fait un seul enclenchement en attaque, je me demande qu'est-ce qu'on va faire à l'entraînement le coup d'après, quoi. Voilà. Si on répète, je pense qu'il va y avoir de la lassitude assez vite qui va s'instaurer. Donc tant pis, je reste sur cette dynamique. Même avec l'équipe d'Algérie aujourd'hui, je suis assez varié dans ce que je propose. Je crois que les joueurs s'y retrouvent. J'ai plus de temps pour travailler aussi. On me permet de faire beaucoup avec les joueurs locaux. Donc je garde, et je suis très content, je peux garder la possibilité d'avoir plusieurs enclenchements d'attaque, de la variété dans le jeu, qui va essayer de surprendre au maximum les adversaires. Je ne rentre pas dans le détail de ce que je propose, parce que chacun va avoir son imagination. Mais voilà, je vous dirai quelque chose sur le jeu d'attaque au haut niveau, pour conclure, je pense. Ensuite, j'ai eu, dans mon expérience, dans mon parcours d'entraîneur, j'ai eu la chance, parce que ça n'est une, d'être contacté par le club d'Al Douaïl au Qatar. Ils m'ont contacté pour prendre l'équipe au milieu de la saison, donc je suis arrivé le 2 janvier là-bas, et tout se finissait début mai. Donc en 4 mois, on allait jouer 4 compétitions. La plus importante, j'ai bien compris qu'à leurs yeux, c'était la Coupe d'Asie des clubs champions qui allait se jouer fin mars au Koweït. Mais le premier mois, je n'avais pas les joueurs qui étaient en équipe nationale. Je n'avais que les joueurs qui n'étaient pas sélectionnés. Donc j'en avais eu 8-9 à l'entraînement, avant de récupérer Daniel Saric. Alors lui, pour la mise en place d'un projet collectif, le gardien de but, c'était moins fondamental, mais Raphaël Capote quand même. Les deux ailiers, à la Barachen, Mehmedi, l'ailier gauche, un pivot, Firas Chayem, originaire de Nabeul, je crois. Et avec tout ça, il fallait que je construise quelque chose. Mais là, je suis tombé sur des joueurs très doués tactiquement. Et donc, les principes défensifs que je vous ai exposés, ils se les sont appropriés à vitesse grand V, avec des joueurs comme Capote, un chef de défense, ils mettent vite de l'ordre. Donc là, c'était un régal, et on a pu se concentrer aussi sur le jeu d'attaque avec, pourtant, je crois qu'on a fait 26 matchs en 3 mois. On n'a pas le temps de s'entraîner.
ou très peu. Mais j'ai quand même placé pas mal d'enclenchements qui ont fait qu'il y avait beaucoup de variétés, qu'il y avait beaucoup de choses, et ça, c'était très intéressant. Euh, avec cette équipe-là, la chasse, elle venait aussi du fait qu'il y avait beaucoup de joueurs qui venaient de différents horizons. Voilà. Des joueurs bosniaques qui jouaient avec un Cubain, qui jouait avec un Suédois qui nous a rejoint à la fin du mois de janvier. Et tout ça, c'était très enrichissant, et de leur donner, c'était passionnant de leur donner un langage commun pour le jeu. Voilà. Donc, on a eu des succès, on a eu des défaites, on n'a pas tout réussi. J'aurais aimé avoir plus de temps avec eux, mais bon, c'est comme ça, voilà, c'est l'histoire. Mais en tout cas, quand vous avez des bons joueurs, vous prenez vite du plaisir et vous pouvez vraiment mettre beaucoup de variétés, beaucoup de, de choses variées et nouvelles, parce que certaines étaient nouvelles pour eux, mais ils ont vite compris. Voilà. Alors, quand on fait une Coupe d'Asie des clubs champions, les clubs ont le droit de se renforcer. Ils peuvent prendre 2 ou 3 joueurs professionnels qui ne sont pas dans leur club. Alors, le club de Kra, par exemple, qu'on a battu d'un but en finale, Ouakra, c'est un club qatari. Ils avaient pris au HD Sinen, Gilani Maref, pour venir les renforcer. Moi, j'ai dit, oui, on va prendre des joueurs. Je pense que ça va nous aider, mais je veux des joueurs qui me connaissent et que je connais. Parce que j'avais mis pas mal de principes de jeu, déjà à la défense, que j'avais mis en place en Tunisie, et il y a pas mal d'enclenchements qu'on va retrouver. Donc j'ai demandé à Sobi Sayed et à Khaled Youssef de venir avec nous, qu'ils ont fait volontiers. Et là, on a gagné beaucoup de temps sur le projet de jeu, d'abord parce que ce sont des joueurs intelligents, tactiquement, ce sont des joueurs intelligents sur comment s'intégrer dans un collectif dont on ne fait pas partie toute l'année. Et là, ils ont été exemplaires, ils ont été humbles, modestes, et ils ont été très bien accueillis aussi. Mais j'ai pris des joueurs qui volontairement me connaissaient, et là, j'avais pas de temps. Quand je vous disais, il faut tenir compte du temps qu'on vous donne pour travailler, non, j'avais pas de temps. Si je prenais un demi-centre, il fallait tout de suite qu'il soit opérationnel sur mes enclenchements. Et Sobi, je savais que c'était le cas. Khaled Youssef, sur les principes défensifs, je l'avais vu en Tunisie, il n'y avait aucun souci. Voilà. Donc dans ce choix-là, vous voyez, mon projet de jeu, je l'ai fait aussi. J'ai recruté des joueurs qui pouvaient s'y intégrer. Je tiens à en parler parce que c'est quelque chose qui est important. Je l'ai évoqué dans le premier temps de mon intervention. Il faut tenir compte de ce que font les adversaires. Et le club de Ouakra, avec un entraîneur tunisien, Amen Gafsi, il a un jeu à 7 contre 6 qui est très intéressant. Bien travaillé, bien précis. Il était très adapté aux joueurs qu'il avait. Il avait lui aussi des joueurs tactiquement très bons. Un bras, Zarko Markovic exceptionnel. Et puis il y avait des joueurs qui, dans le jeu d'attaque, sont des très bons joueurs. Semi Yassine, Mahmoud Garbi, Gilani Mareb, Wajdi Sinem. Voilà, des joueurs adaptables. Ryan Naribi. Et ces gars-là, ils voient bien où est la solution. 7 contre 6, ils avaient un jeu qui a mis en difficulté beaucoup d'équipes, à commencer par nous. Voilà. Et donc ça, je l'avoue, je peux m'inspirer de ce que faisait un collègue pour le replacer dans mes équipes. Je ne fais pas de la démagogie, mais j'ai beaucoup appris des entraîneurs tunisiens. Quand je vous dis que je fais faire le sous parce que l'Étoile le faisait, c'était un entraîneur tunisien. Fabet Mahfoud m'a beaucoup appris. Jal Ben Khaled aussi m'a donné beaucoup de tuyaux sur le handball tunisien. Et c'est la même chose aujourd'hui avec l'équipe nationale d'Algérie, avec Tahar Laban. Tahar Laban, il m'a expliqué les principes de la 3-3 à la perfection. Donc, être curieux, ça peut être qu'enrichissant. Il ne faut pas hésiter à dire tout le monde peut m'apporter quelque chose. Tout le monde peut vous apporter quelque chose. Celui qui dit moi je sais, j'ai pas besoin, il a déjà perdu. Il a déjà perdu, c'est sûr, c'est sûr. Je vais vous prendre un exemple de le Paris Saint-Germain. Oui, tiens. Il y a quelques années, ils ont souvent échoué en finale, pas loin de la Ligue des Champions, mais avec un projet de jeu
qui était jeu rapide systématique, peu de changements de poste, et quand ils sont tombés avec en fin de saison sur des finales forts, un peu de fatigue physique, le jeu rapide il était moins rapide, les adversaires ils avaient lu un petit peu les options tactiques qui n'étaient pas très nombreuses de leurs adversaires, qui reposaient essentiellement sur le talent de joueurs très talentueux, Mikel Hansen, Nicolas Karabatic, mais quand ces joueurs sont émoussés et qu'ils jouent contre des bons, peut-être qu'un petit surplus de jeu tactique collectif avec du mouvement dedans, un jeu à deux pivots organisé, ça ne peut pas faire de mal. Voilà. Donc, on a tout à gagner à essayer d'être varié, à regarder ce que font les autres pour progresser. Voilà, avec l'équipe d'Algérie, je terminerai avec cette équipe-là. J'ai récupéré une équipe que je connaissais pas, hormis ce que j'avais vu d'eux comme adversaire. Et c'est surtout une équipe qui était un petit peu depuis quelques années, qui était un petit peu, qui n'était pas très bonne qui n'était pas dans une bonne dynamique, voilà, qui préparait un petit peu les grandes compétitions au dernier moment, qui se qualifiait plus pour les mondiaux, qui avait fini dernier du mondial 2015, etc. Voilà. Et là j'arrive et on me propose tout à construire ou presque. Et très vite, là je suis tombé sur des joueurs après un stage, j'ai compris. Et j'avais des joueurs qui avaient envie de travailler, qui avaient du talent, des lacunes aussi, mais qui voulaient vraiment progresser. Donc, je me suis dit, il faut utiliser des points forts. Alors, le premier point fort, c'est ils ont des qualités mentales exceptionnelles, c'est-à-dire qu'on peut les entraîner des heures et des heures sans qu'ils vous demandent quoi que ce soit. Par contre, après, il faut que je joue sur leurs lacunes, et notamment les lacunes, c'est de ne pas avoir été confronté au plus haut niveau pendant quelques années. Donc là aussi, dans mon projet de jeu, je me suis dit, il faut qu'ils se confrontent aux équipes un peu européennes pour voir la densité physique qu'il y a, pour voir la vitesse qu'il y a, et pour qu'ensuite ils se disent, ah ben oui, il faut que nous aussi, on soit dans ce registre-là du jeu rapide, euh, parfois du jeu à 7, qu'on gagne les duels en défense en faisant mal, parce que c'est des joueurs gentils dans la vie, gentils sur le terrain aussi, voilà. Mais par contre, qui font très bien la défense 3-3, qui nous a permis, par exemple, et là moi j'y suis pour rien parce que c'est pas moi qui l'aurais appris, mais là où j'y suis pour quelque chose, c'est que je n'ai pas rejeté complètement la 3-3 parce qu'elle ne vient pas de moi. Elle vient de Aziz Doroise à l'origine, qui en a fait voilà, une religion en Algérie, et que d'autres ont relayé à la perfection. On a fait un match amical contre la Pologne B, en Pologne, en préparation de la Coupe d'Afrique, avec des joueurs locaux, des pivots de 2 mètres, des arrières grands, difficiles à arrêter quand ils étaient lancés. On a perdu le premier match de 7 buts. Et au deuxième match, avec Taralaban, on a dit on va faire un 3-3, qu'est-ce qu'on risque 2 jours après, on a gagné de 7 buts. Voilà. C'est ça pour dire que la variété, ça surprend l'adversaire. Les joueurs se sont impliqués à 200% parce que c'était leur défense. Et ça nous a permis de rectifier le tir et voilà, de passer un bon moment ce soir-là en Pologne. Voilà. Écoutez, sur ce, je pense que ça fait 1h05, 1h05 que je parle. Ce que je vous propose, c'est de, si vous voulez, me poser des questions. Voilà, je répète. Hein. J'espère qu'à travers cette intervention, vous avez vu un parcours de vie qui fait qu'il y a un entraîneur qui a des conceptions, qui a des idées, comment il voit son sport. Mais tout le monde peut faire la démarche que j'ai vécue moi. Voilà. Vous la faites inconsciemment de toute façon, mais il faut être curieux dans ce métier. Il faut être curieux, il faut expérimenter quand on peut. Et puis après, il faut avoir des doutes. Mais une fois que vous avez décidé quelque chose, il faut le faire à fond. Voilà. Pour convaincre vos joueurs. S'ils le font à fond, ça peut marcher. S'ils ne le font pas à fond, ça ne marche pas. Et à partir de là, on prend du plaisir. Voilà. Parce qu'on est tous là pour prendre du plaisir. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de parler de mon sport avec vous, surtout dans cette période où on est tous coincés chez nous, on est loin des terrains, on n'a pas le droit d'y aller, on n'a pas de match à regarder. Aujourd'hui, il devrait y avoir, je devrais être en train de manager l'Algérie contre la Slovénie au TQO de Berlin. Voilà.
Donc c'est ma façon de faire du handball ce soir avec vous, avec beaucoup d'amis. Je vois les gens connectés. Je vous salue tous parce que j'ai de merveilleux souvenirs avec la plupart d'entre vous. Vous m'avez tous plus ou moins appris des choses. Et j'espère que moi aussi, à mon niveau, je vous ai apporté quelque chose et au moins déjà le plaisir de se rencontrer. Voilà. Si vous voulez, je suis à votre disposition pour quelques questions et j'y répondrai avec plaisir. Alors, les causes de mon échec avec l'équipe de France féminine, je vais vous expliquer. Même si c'est délicat d'en parler, j'ai changé l'équipe, j'ai renouvelé l'équipe. Et j'aurais dû renouveler tout d'un coup. Sauf que j'ai laissé quelques anciennes qui se sentant menacées m'ont saboté mon travail. Voilà. Elles ont saboté mon travail avec des gens qui les ont aidés à l'extérieur pour revenir à leur poste. Et voilà, je suis quelque chose d'assez je ne pensais pas que ça puisse exister. Ça n'a rien à voir avec le handball. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le handball. Et aujourd'hui, j'ai tourné la page et je suis content d'avoir vécu depuis d'autres aventures au Qatar, en Algérie, revivre une Coupe d'Afrique en Tunisie. Mon plaisir, je le prends là. Voilà, ces gens-là. Comment faire évoluer son jeu à travers les saisons, voire à travers la compétition? Alors, on le fait évoluer le projet de jeu en faisant progresser ses joueurs. En tant qu'entraîneur, on n'y arrivera pas tout le temps, mais chaque fois que je rentre dans une salle pour entraîner mes joueurs, je me dis aujourd'hui, il faut que je leur apprenne quelque chose, que je les fasse progresser. J'ai cité 4 domaines. Physique, il faut en travailler physiquement pour progresser. Technique, précision, des passes, des tirs, technique défensive pour arrêter quelqu'un dans les duels, etc. Tactique. Là, en ce moment, par exemple, avec les Algériens, je fais beaucoup de situations où il y a des choix à faire, en fin de situations d'attaque, où il y a des choix à faire sur la passe décisive ou sur le tir. Voilà. Et mon combat, c'est dire, ne programmez pas ce que vous allez faire, tant pis si vous ratez. Voilà. Donc là, j'espère réussir à moyen terme à les transformer. Et à partir de là, je pourrais peut-être enrichir les enclenchements un peu moins fermés avec certains joueurs, ou même en inventer d'autres. Comment battre une défense 3-2-1? Il y a beaucoup de défenses 3-2-1. De toute façon, une défense 3-2-1, le plus souvent, c'est une des deux zones. Donc déjà, il faut une circulation rapide et variée. Il vaut mieux avoir des joueurs efficaces aux ailes. Voilà. Si vous ne les avez pas, eh bien, vous faites une circulation de balles variée avec des renversements. Et puis après, il faut du jeu avec des blocs qui arrêtent cette défense dans ces déplacements pour gagner de temps en temps un petit espace et peut-être exploiter dans le secteur central. Voilà. Ensuite, peut-être que la 3-2-1 est plus en difficulté quand on met un deuxième joueur dedans. Voilà. Si on met un deuxième joueur dedans, est-ce qu'ils vont rester en 3-2-1? À ce moment-là, il va y avoir peut-être des pivots démarqués. Ou est-ce qu'ils vont changer leur dispositif? Et là, on attaque d'une toute autre façon. Mais je ne pense pas qu'un jeu soit suffisant à battre cette défense. Il faut beaucoup de croisés, de blocs, de mouvements de joueurs dans la défense. C'est de la théorie, mais c'est facile à dire, mais ça se prépare aussi. Le projet de jeu entre l'empreinte du coach et les traditions de l'équipe, eh bien, il faut trouver le juste équilibre. Voilà. Une tradition des équipes, c'est l'Algérie, c'est la défense 3-3. Il ne faut pas l'éliminer complètement. Si on en a besoin, on l'utilise. Voilà. Quand j'ai pris la Tunisie, première chose que m'a dit Ekel Nganem, il dit nous on a des écrans
Tac, avec Issam, on fait ça pour faire tirer le gaucher, pour faire tirer le droitier. Parfait. Voilà. On garde, ça a marché. On continue. Voilà. Progressivement, ben, écoutez, on essaie d'amener sa patte, parce que si on, quand on est venu me chercher aussi, on a dit, bon ben lui, on le prend parce qu'il a telle caractéristique. Il faut je voudrais savoir quel entraîneur vous voyez entraîner. Alors moi, je suis un entraîneur, comment dire, en France, il n'y en a pas beaucoup qui ont mon parcours. Voilà. J'ai eu des garçons, j'ai eu des filles. Avec les filles, ça a bien passé. J'ai commencé par des filles. Avec les filles de Nîmes, j'ai gagné une Coupe d'Europe. C'est la Coupe d'Europe du handball féminin français. Et je suis le premier Français qui a gagné une Coupe d'Europe en 2001 avec les filles de Nîmes. J'ai entraîné un club, les garçons de Nîmes, de l'USAM, c'est là que j'ai rencontré Ekel Nganem, 3 ans. Après, je suis allé en Tunisie, où j'ai eu les seniors, les juniors, des filles en France, un club au Qatar, où ça s'est plutôt bien passé. En Algérie, pour l'instant, c'est plutôt positif. Écoutez, moi, je suis très bien là où je suis. Voilà, je suis bien en Afrique, je suis bien en Afrique du Nord, et j'étais très bien au Qatar. Voilà. Donc, je ne sais pas où je serai demain. Si je suis bien quelque part, autant y rester. Repérer le niveau quand il est entre défenseurs. Qu'est-ce que les défenseurs doivent faire? Voilà, alors ça c'est une bonne question. C'est ce que j'ai dit. Je vais essayer de vous le redire. Ça c'est la situation qu'il ne faut pas accepter. D'accord? Il ne faut pas accepter ça. Parce que si ce joueur va ici, j'essaie de garder dans l'image. Ce joueur va ici. Le défenseur va venir là. Il est une sortie de balle possible. Il faut tout de suite qu'un joueur reste sur le pivot et que l'autre. Voilà. Un à 6 mètres et un plus haut. On se désaligne. Voilà. On se désaligne. On se met dans une dynamique homme à homme. Moi j'ai lui, toi tu as lui. Non, là, la question sur ma stratégie avec l'équipe algérienne, la même de Tunisie 2013, Hichem Daoud qui défend au milieu, et comme Slim Edoui et puis Khalel, non, c'est voilà, comme ça. Hichem Daoud, il a des caractéristiques qui font que c'est un bon défenseur dans le secteur central, qui avait quand même tendance à se désaligner et à ne jamais se réaligner, parce qu'il aime bien essayer d'intercepter ses potes. Donc on a fait avec lui du tableau noir de la vidéo pour lui montrer qu'il nous mettait en difficulté. Et c'est un garçon intelligent, il a rectifié. Aujourd'hui, on peut l'utiliser en numéro 3 central, ouais, vous avez raison. Mais bon, non, c'est pas un choix, c'est. Voilà, vous ne faites pas inscrire volontairement. Alors, comment on a fait pour arrêter Omar Jadouni? Je l'ai eu comme étudiant. Quelle technique vous faites pour arrêter l'équipe de France en 2013 avec l'équipe de Tunisie? On a battu leur défense 1-5, voilà, avec des garçons qui ont fait un grand match ce jour-là, mais qu'on a mis dans des conditions pour. L'idée, c'était d'isoler Didier Dinard. Voilà. Je ne vous cache pas, Didier Dinard était un peu vieillissant. Et quand il jalouse Mosbassana ou Amin Bédé dans l'axe central avec Dess, où il tirait, où il débordait, Kamel Alouini aussi, qui était en grande forme à ce moment-là. Voilà. C'est comme ça qu'on les a déstabilisés en attaque, avec notre attaque. On a proposé une grosse défense. Marwan Magaïez a fait un grand match. Voilà, il y a beaucoup de circonstances qui font que. Qu'est-ce qui nous a manqué? Il nous a manqué un brin d'expérience, un brin de talent, parce qu'on rate un pénalty 3 minutes de la fin qui nous aurait donné 2 buts d'avance, et derrière on se fait égaliser. Voilà, après, c'est les détails. Le match de l'histoire du handball tunisien, j'en suis conscient. 3 ans après la révolution, jour pour jour. Avez-vous trouvé dans l'équipe algérienne les joueurs qui servent le projet que vous. Pas complètement, pour ce que je vous ai dit.
Pas complètement parce que ce sont des joueurs qui programment beaucoup ce qu'ils font. Mais par contre, au niveau de l'envie de progresser, de l'envie de jouer sur plusieurs enclenchements et d'avoir de la variété, oui, là j'ai trouvé tout ce qu'il fallait. Voilà. Il faut que j'apprenne à mieux connaître ceux qui jouent en Europe. Mustafa Al-Sadok, qui lui aujourd'hui est au Qatar, mais qui est passé par la Turquie. Je ne l'ai pas eu beaucoup, pas assez pour bien le connaître, mais c'est un garçon très intéressant. Ayoub, Daoud, Hichem Kabesh, Kader Rahim qui n'était pas là, donc tout ça c'est des gens qu'il faut que je connaisse pour voir jusqu'où on peut aller. Quel est l'effet de la rôle d'entraîneur sur le jeu? Hichem Boudrali. Hichem, ça. Il vaut mieux que les joueurs soient derrière l'entraîneur. Alors moi je suis un entraîneur, c'est pas le projet de jeu, c'est un projet de vie qui protège ses joueurs. On a le droit d'être mauvais. C'est ce que je leur dis le premier jour. On a le droit d'être mauvais. On a le droit de rater un match. Moi j'ai été joueur, j'en ai raté des matchs. Ça peut arriver. Mais c'est pas moi qui vais les assassiner dans la presse ou auprès du public en disant on a perdu à cause de lui. Non. Si le joueur a fait tout ce qu'il fallait pour être bon, il a le droit à la contre-performance. Ça arrive à tout le monde. Voilà. Donc montrer qu'on est avec eux, qu'on est dans le même bateau, qu'on est toujours solidaire, je pense que ça c'est fondamental pour qu'il y ait de la confiance. Sur quelle base pour l'analyse de la façon dont l'équipe adverse joue et comment trouver le moyen le plus rapide de trouver des solutions possibles? Écoutez, il y a beaucoup de vidéos, puis après il y a... Alors, quand je vous dis que j'essaie d'avoir beaucoup d'enclenchements pour répondre au plus possible de problèmes qu'on pourrait nous poser, voilà, vous avez la réponse. Plus on a d'enclenchements, plus on peut dire, on va prendre celui-là pour tel match et celui-là. Voilà. Et moi j'ai un souvenir, c'est la finale de 2012. On allait jouer la 3-3 algérienne, on avait travaillé plusieurs choses, et la veille du match, au soir, Eikel Nganem est venu me voir avec Issam et il m'a dit Alain, on te propose de commencer sur ces deux enclenchements demain. Parfait. Voilà, pas de problème, ça vient des joueurs. Pour moi, ils étaient adaptés, les enclenchements, on en avait parlé, on avait fait de la vidéo, on avait proposé plusieurs. Eux, ils ont dit, nous, on préfère ces deux. Banco, on fait ces deux. Voilà. Et ça a marché. Donc, ce qui vient des joueurs, c'est pour illustrer que ça marche toujours souvent mieux que ce qui vient de vous et que vous voulez imposer. La personnalité de l'entraîneur peut-elle influencer un projet de jeu? Oui, beaucoup. Moi j'ai été joueur, j'étais des fois frustré de ballon, donc j'aime bien que mes ailiers marquent, par exemple. Ouais. Ça c'est mon vécu qui me fait dire ça, puis la personnalité, mon éducation aussi. Quand je dis l'équipe est plus importante que les individus, c'est mon éducation. On fait un sport collectif. L'intérêt général, c'est l'équipe. Donc, le projet de jeu, je fais en sorte qu'il y en ait pour tout le monde et qu'il y ait du danger à tous les postes. Les systèmes de jeu défensifs et offensifs dans le championnat national ont aidé ou non dans votre philosophie de l'équipe nationale? Tout m'aide. Tout m'aide. Voilà. À moi de m'adapter à ce qui se fait et en prendre le meilleur et essayer de ne pas piocher dans ce qui ne me paraît pas important. Mais oui, tout m'aide, évidemment. Ah oui, en 2013, oui, quelqu'un me demande si j'ai regretté en 2013 d'avoir perdu contre la France. J'ai regretté que mes joueurs perdent parce que ce jour-là, ils méritaient de gagner. Voilà. Et ils méritaient de gagner. Moi, j'ai regretté aussi parce que la Tunisie m'a fait confiance. Quand une équipe me fait confiance, vous pouvez demander au Douaï ou aux gens de l'Algérie, je donne tout. Voilà. Et peu importe contre qui je joue. Donc, ça, c'est aussi une marque de respect de l'adversaire. C'est vrai que j'ai joué 10 ans en équipe de France et que les battre, ça ne m'aurait pas posé de problème de conscience dans la mesure où j'avais le survêtement de la Tunisie. Aucun souci. Voilà. Comment vous pouvez maintenir la confiance des joueurs par rapport à votre projet de jeu lors des crises, plusieurs défaites? Ah oui, c'est difficile ça. Quand il y a plusieurs défaites, j'ai pas été trop confronté, j'ai de la chance. C'est sûr que il faut amener de la nouveauté. Quand il y a plusieurs défaites, il faut changer quelque chose. Quand on perd, on perd, on perd. Il faut changer quelque chose. Changer, peut-être remettre en cause le projet, trouver une nouvelle défense, trouver de nouveaux enclenchements.
changer les joueurs de poste, changer la hiérarchie dans l'équipe, le set de départ. Il faut changer quelque chose. Voilà, c'est tout ce que je peux répondre à cette question. Alors on change si on est capable de changer. Mais ce que je vous ai dit sur mon expérience de joueur à Nîmes, où la saison où on a raté, on avait un entraîneur qui n'avait pas envie de changer. Voilà. Il avait des convictions et on est allé dans le mur comme ça. On voit les répondre à toutes. Alors, des conseils pour développer les catégories de jeunes en Algérie, j'en parlerai à mon DTN. Quelle est la meilleure stratégie pour la Tunisie? La stratégie de la Tunisie quand j'y étais, elle était excellente. Voilà. Des stages l'été pour les équipes nationales, cadettes, avec de bons entraîneurs. L'été et toutes les vacances scolaires, c'était très bien. Faire confiance au club. Et puis après, pour l'équipe senior, j'avais la chance de pouvoir les rassembler de temps en temps en début de semaine. 3 jours, et de les rendre à leur club, avec la compréhension des clubs. Et je crois que c'était la bonne formule. C'est peut-être difficile de la transformer parce que le pays a évolué, les choses ont évolué, les moyens sont peut-être plus élevés. Mais la bonne stratégie, je suis convaincu que c'était celle-là. Donc je ne répondrai pas sur le secteur central d'une défense 5-1, les manœuvres. Voilà. Une défense 5-1, on peut faire un livre dessus, voilà, mais c'est bien d'éliminer le joueur qui est devant d'une façon ou d'une autre ou de l'amener sur un côté. Bon. Là, il y a des tas de stratégies. C'est de voir. Ouais. Alors, quelles étaient les stratégies pour travailler la défense contre 1 lors des stages avec les juniors de l'équipe tunisienne et quelles sont les étapes suivies avant d'arriver à une défense 6 contre 6? Alors, moi, dans les séances, en général, il y a de tout. Il y a du jeu à effectif réduit et on finit à 6 contre 6 pour voir si ce qu'on a travaillé avant est intégré collectivement. Mais j'avais envie de dire, peu importe les. Il fallait qu'ils comprennent les principes homme à homme, zone, donc un peu de tableau noir. Et après, il y avait des techniques défensives qu'ils n'appliquaient pas. Savoir se déplacer. Se déplacer latéralement. Faites une expérience, tous les entraîneurs. Faites faire 3 allers-retours d'affilée vite à des joueurs ou des jeunes joueurs. Vous verrez s'ils croisent leurs pieds ou pas. S'ils commencent à croiser leurs pieds, c'est fini. Ils ne pourront pas défendre efficacement. Donc ça, c'est une technique de déplacement. Puis après, il y a une technique de neutralisation. Il y avait beaucoup de choses à travailler avec eux. Et il y en a des été exceptionnels en défense, hein, mais on a colmaté quelques brèches. Comment je joue contre une attaque à 7? Bon, en défense de zone, bien obligé. Et ça, c'est ce qui est anormal. C'est ça. C'est que le règlement nous impose un type de défense. J'ai posé la question au délégué de l'IHF à l'ouverture de la Coupe d'Afrique en Tunisie. J'ai dit, cette règle à 7, là, elle va continuer longtemps? Alors il a dit, oui, oui, c'est une bonne règle, elle ne vous empêche pas de défendre en 1-5. Il dit, mais le problème, c'est pas de défendre en 1-5, en 2-4 ou en 3-3. Le problème, c'est qu'on est obligé de faire une défense de zone. Et que c'est le règlement qui nous empêche, qui nous impose une tactique. Et ça dénature le handball. Voilà. Le handball, c'est pas le règlement qui doit décider de la tactique. C'est plutôt les entraîneurs. Donc moi, ben voilà, je fais une. Alors, pour jouer contre Wakra, qui jouait souvent à 7, ben on essayait des 0-6. On essayait des 3-2-1 de zone pour les trajectoires. Puis des fois, on prenait des options en disant on va laisser tirer tel joueur. Ça, voilà. Alors un projet de jeu doit être prêt en fonction des spécificités de notre équipe ou bien de celles des adversaires. Les deux. Qui on va rencontrer, et quels joueurs on a et qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour les faire. Comment battre une défense 6-0 avec des joueurs de petite taille, ben, voilà, avec de la vivacité, en isolant des défenseurs. On a des stratégies pour isoler des défenseurs. Mohamed Dalel,
que j'ai rencontré au Koweït pendant la Coupe des clubs champions. La différence entre coach et des garez-vous. La différence, elle est sur le plan psychologique. Après, on fait le même sport. Une fille va perdre plus vite confiance qu'un garçon quand elle est en échec. Il faut en tenir compte pour aller la rassurer. La deuxième chose, c'est qu'un garçon, il fait son boulot. Et si vous l'entraînez pendant une semaine et que vous ne lui dites rien, mais que vous lui proposez des exercices, il va les faire, il ne dira rien, ça n'offusquera pas. Une fille, si vous lui faites faire ça sans lui donner le moins de conseils, elle va se faire exclue ou mal aimée. Voilà. Mais c'est un petit raccourci que je fais, qui est peut-être plus vrai aujourd'hui. En tout cas, quand j'ai eu entraîné des filles, c'est la sensation que j'ai eue. Mais après, c'est le même jeu. Voilà, ça reste du handball. Il n'y a pas de problème. Amen Gafsi, merci Alain, bonne continuation à toi aussi. Amen, pas de soucis. C'est qu'on retrouve les terrains. Combien de temps l'équipe nationale algérienne a-t-elle besoin pour travailler sur le projet de jeu? Sur le projet de jeu, il ne faut pas beaucoup de temps. C'est pour gagner des matchs qu'il va en falloir. Voilà. Parce que pour qu'un projet de jeu soit efficace, il faut qu'il domine les adversaires. Et là, il n'y a pas que le projet de jeu qu'il faut travailler. Il faut travailler physiquement, il faut travailler techniquement, il faut travailler mentalement aussi. Voilà, il faudra du temps. Hein. Ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait pas. Je ne dis pas ça pour qu'on me fasse un contrat de 5 ans, hein. C'est pas du tout le cas, mais c'est la réalité du sport de haut niveau. On ne s'improvise pas en 3 mois, on ne règle pas tous les problèmes. Il faut du temps, il faut un travail. Comment j'évalue le championnat algérien? J'ai pas eu le temps de tout voir. Voilà. Un championnat correct sur ce que j'ai vu, mais bon, c'est sûr que je ne peux pas tirer de conclusion encore. J'aurais aimé voir les playoffs, vous voyez, pour voir comment ça se passe. Faire comprendre aux joueurs de jouer des deuxième et troisième temps d'attaque. Dans votre projet de jeu, ils vont le comprendre. Ils vont comprendre que si un enclenchement ne marche pas, et que vous vous retrouvez à deux pivots, par exemple, eh bien, il faut tout de suite organiser un jeu à deux pivots. Et ça va donner un deuxième temps de jeu, un troisième temps. Et puis, s'il y a un coup franc, cherchez des stratégies pour jouer par coup franc. Et là, vous allez avoir un troisième temps qui va se présenter. Voilà, tout ça, c'est dans l'organisation collective. C'est ça qui va les convaincre. Dans la rotation des joueurs pendant les grands tournois, pensez-vous que la méthode espagnole est la plus prolifique? La méthode espagnole, ils ont des bons joueurs et beaucoup de bons joueurs, donc ils peuvent arriver à faire tourner leur effectif sans que le niveau de jeu de l'équipe diminue. Ils sont deux par poste à minima, donc si on peut faire ça, c'est toujours mieux. Surtout vous faites 7 matchs en 12 jours ou 11 jours des fois. Alors, la force et la précision du tir des arrières européens par rapport aux joueurs arabes, dans certains jeux, les gardiens de but arrêtent les balles comme s'ils recevaient des passes. Bon, c'est pas tout à fait vrai, c'est un peu sévère. Il y a quand même des joueurs du Maghreb qui ont beaucoup de bras quand même. Hein. Allez dans les buts quand Sanaï ou Benour shoot ou quand Messaoud Berkouz shoot, vous allez voir qu'ils ont du bras quand même. Mais c'est vrai que peut-être physiquement ils sont mieux préparés, que leur volume d'entraînement est plus important, donc ils sont plus précis au niveau du tir. Je pense qu'au niveau du volume d'entraînement, plus, voilà, que leur championnat est de plan aussi et que ça les incite à être plus performants. Est-ce qu'on peut faire une 3-2-1 avec l'équipe d'Algérie? Oui, bien sûr, on peut la faire. Oui, oui. Et de temps en temps, on l'a fait. On l'a fait parce que les joueurs mobiles, parce que voilà. La seule chose qu'il faut faire, c'est trouver une adaptation quand il y a deux pivots. Est-ce qu'on reste en 3-2-1 ou est-ce qu'on s'aligne en 0-6 ou en 1-5, un 5 décalé? Voilà. L'apport physique dans le projet de jeu, Shaoki, essentiel. Voilà. Si on veut un jeu rapide, il faut absolument des joueurs qui aient de la vitesse, qui ait une condition physique irréprochable, qui puisse jouer en courant.
Ça, c'est pas toujours évident. Voilà. Et c'est très important. Des joueurs puissants, si on a des joueurs puissants, ben, tiens, au Koweït, vous avez des joueurs puissants sur la base arrière. Ils sont puissants, mais au niveau lecture de jeu, ils ne sont pas très performants. Il faut des gens un peu plus fermés pour utiliser leur puissance, mais sans qu'ils aient trop de choix. Voilà. Nabil Daoui, qui j'ai travaillé à Doha, me demande si on doit préparer un plan de jeu avant le match ou si on prend les décisions pendant le match. Les deux. Les deux. Moi, quand j'entraîne, quand je manage, j'essaie que mon adversaire soit obligé de prendre des décisions pendant le match parce que je lui propose des choses auxquelles il ne s'attendait pas. Voilà. Et c'est ça, il ne faut pas être trop prisonnier de ce qu'on a vu en vidéo avant. Oui, il faut l'anticiper, le travailler, au cas où on en a besoin. Mais pensez toujours qu'on a peut-être besoin d'autre chose. Voilà, je pense qu'on va conclure l'intervention. Merci. Je vois que vous étiez assez nombreux à regarder. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Protégez-vous. Ouais, respectez les consignes de confinement. Prenez soin de vous, de vos proches. Et j'espère à très bientôt sur les terrains, autour des terrains. Et qu'on puisse revivre notre passion avec beaucoup de plaisir, avec des joies, des tristesses. Mais qu'est-ce que c'est les tristesses? Parce qu'on perd un match, c'est rien du tout. Voilà. Hein. Ok. Et merci à l'association de m'avoir proposé cette intervention, c'était un plaisir. Au revoir à tous.